sommes au rendez-vous de Jeanne et j'avais rendez-vous avec Joël Pétillot et c'est Mouflette qui est venue en premier. Mouflette, bonjour. Bonjour Jeanne. On vous appelle la môme aussi, je crois. Oui. Joël écrit de vous: depuis des rives incertaines, je te fais un signe. De toi, que reste-t-il? Ce toi que j'éparpille à la barbe du temps, sous l'éclat de rire, mais si perdu dans tes collines que ce visage, ton visage, le mien donc, se brouille comme du verre sous le souffle. Mouflette, pourquoi Joël vous envoie en premier à ce rendez-vous? Oh, ça doit être à la fois une défense. Alors non pas que je me sente attaquée, hein, loin s'en faut, mais elle m'a toujours protégée d'une certaine façon, cet enfant-là. C'est-à-dire que enfant, je me réfugiais dans cette enfance dont j'étais partie intégrante, et puis grandi, j'ai été incapable de me figer dans cette finitude d'adulte qu'on peut avoir quand l'enfance est soi-disant derrière soi. J'ai toujours conservé le contact avec, et en fait, je me réfugie dans cette enfance-là, au cœur de cette petite fille, pour mieux comprendre la vie, mes petits-enfants, garder une faculté d'émerveillement. Enfin, tout est très important dans ce fil. Alors, je sens d'ailleurs que Mouflette est quelqu'un qui, de temps en temps, surgit comme ça. Ah oui. Un peu, maintenant que je sais qu'elle existe, Mouflette est vraiment là souvent. Oui, sans effort et parfois même un peu de manière envahissante. C'est-à-dire que je suis obligée de lui dire: bon, ça va maintenant, faut que tu t'en ailles parce que trop c'est trop. Mais je cultive pas non plus du tout. Hein. C'est pas une façon de me poser comme l'enfant prolongé, etc. Pas du tout. Simplement, bon, pour faire très court, parce qu'on est aussi en partie quelque chose dont on vient, bien sûr. Et cette famille à laquelle j'appartiens, oui. Ce décalage qui a expliqué le surnom de la môme, encore une fois, pour aller vite, sans entrer dans le détail, mais je suis donc un accident. Vous êtes d'une grande fratrie. Je suis d'une grande fratrie, dernière de 4 et élevée comme une fille unique. Bien sûr, donc parce que les frères et sœurs pouvaient être des parents eux-mêmes. Voilà, exactement. Et ça donne en fait une mémoire qui est une mémoire à rebond. C'est-à-dire que j'ai beaucoup entendu mes aînés, notamment les 2 premiers, qui étaient enfants pendant la guerre, parler de la guerre avec leur expérience, leur vécu, le fait qu'ils ont eu quand même assez faim, bon, et des parents artistes, donc forcément à part, et qui auraient pu être mes grands-parents, donc qui eux-mêmes avaient une mémoire. En fait, au lieu des 2 générations qu'il y a entre les parents et leurs enfants, il y en avait presque 3. Enfin, bon, et les 2 générations, c'était mes frères et sœurs, et la 3e, c'était mes parents. Oui, quoi. Oui. Donc ça crée une mémoire qui porte sur des périodes extrêmes. Et ça m'a toujours beaucoup aidée. Et en fait, cet enfant qui n'était pas voulu, ça c'est le 2e paradoxe, je suis la dernière de 4 et je suis fille unique, d'une certaine façon, en tout cas élevée en tant que telle. L'autre paradoxe, c'est que je n'ai pas été voulue et j'ai été follement aimée par ses parents et ses frères et sœurs qui m'ont, tout en étant absents physiquement, toujours prouvé d'une façon ou d'une autre qu'ils étaient là. Alors, voilà. Donc la môme, elle est importante parce qu'elle existe par eux aussi, par ces gens-là. Et quelque part, je pense que ça vous a aidé, d'après ce que j'ai un peu lu de ce que vous écrivez, etc., à avoir, peut-être que je l'ai dit tout à l'heure, cette compagne de jeu, parce que vous étiez cet enfant unique dans une grande fratrie. C'est un peu... Joël, vous nous avez rejoint, puisque de toute façon, vous êtes arrivé en catimini et vous avez rejoint Mouflette. Alors, j'ai l'impression que le monde de Joël Pétillot est à la fois très bien rangé et très éparpillé. Des livres, des peintures, des photos, même votre personnalité, présence, absence. Est-ce que c'est une fausse impression? Mais non, enfin, elle est d'une extrême justesse, au contraire. J'en suis même frappée, parce qu'on ne se connaît pas intimement depuis 40 ans, vous et moi, Jeanne, mais vous avez tout de suite mis le doigt là-dessus. Et c'est vrai que c'est aussi un reproche qu'on peut faire parfois à certaines personnes en disant « c'est pas où elle est ».
Bon, elle peint un peu, elle écrit comme ça. Bon, je joue aussi de la guitare, je chante, voilà. Donc, oh mon Dieu, elle est où? Bon, et moi, ça me convient parce que je crois que la première des choses qui me guide quand je fais quelque chose, c'est que je n'ai pas envie, le moins du monde, d'être là où on m'attend. Alors, il y a des gradations dans cet éparpillement, je trouve que le terme est très très juste, parce que éparpiller ne veut pas dire désordonné. Non, pas du tout. On sait où sont les morceaux. Oui. Et je trouve que... C'est pour ça que j'ai dit bien rangé non, et mais éparpillé. c'est pour ça, j'ai parlé d'extrême justesse, et pour cause. Mais il y a des gradations, c'est-à-dire que, alors, il me semble qu'on en a déjà un petit peu discuté Oui. hors micro, si je puis dire, mais l'écriture, c'est la base. Oui. Je ne pourrais pas, c'est très rebattu, mais c'est extrêmement vrai, je ne pourrais pas me passer d'écrire. La peinture est une détente. De temps en temps, je suis obligée de tout lâcher parce que c'est impérieux, et puis pendant 3 mois, je ne vais pas toucher un pinceau. La musique, c'est pareil. Je vais laisser ma guitare dans un coin pendant des semaines, et puis tout à coup, il sera impérieux que je travaille tel ou tel. Bon. Donc, il y a des choses, certains morceaux de l'éparpillement, certaines parts sont ponctuelles, d'autres sont constantes. Et la plus constante d'entre elles, c'est clairement l'écriture. Mais elle ne serait pas ce qu'elle est si elle n'était pas nourrie du reste. Voilà. Voilà. Ce qui me fait rebondir sur le mot ricochet, que vous aimez beaucoup. Et j'ai l'impression que c'est un peu des ricochets. C'est vrai. Ça. Et je rebondis aussi sur vos albums photos, parce que vos albums photos, je l'ai vu, sont classés sous des noms qui à eux seuls semblent être comme des chapitres de livres ou des chapitres de vie. Et c'est frappant, parce que quand on voit, on va faire un petit chemin à travers ces albums, si vous Je le vous voulez suis, bien. avec plaisir. Un album photo s'appelle Brodeuse d'ombre. Qu'est-ce qu'une brodeuse d'ombre? Ah, pourquoi brodeuse? Parce que très souvent, alors c'est vrai que je suis sensible, que ce soit en peinture moins, parce qu'il faut une maîtrise que je n'ai pas, mais en photo, je suis sensible aux reflets, aux ombres, à ce qui est projeté en fait. Et très souvent, quand vous voyez un mur blanc avec l'ombre d'un arbre dessus, ça ressemble absolument à une dentelle. Oui, c'est vrai. Et la lumière se fait dentelière, et Oui. j'adore ça. Alors c'est vrai que j'en abuse un peu, parce que j'ai tendance à sauter lorsque j'ai en main ce qu'il faut, l'appareil ou le téléphone, mais brodeuse d'ombre parce que, en fait, cette brodeuse-là, c'est la lumière. On ne peut pas dissocier la lumière Bien de sûr. l'ombre, chacune se nourrit de l'autre, et je pense souvent à cette phrase de Giono que j'aimais beaucoup, je crois que c'est dans Que ma joie demeure, mais j'en suis pas tout à fait sûre. Mais enfin, il parle de cet homme qui va bâtir sa maison, Oui. et qui ne trouve jamais l'emplacement idéal parce qu'il cherche, et il ne la bâtira jamais cette maison. Et Giono, en substance, dit que c'est pas grave parce qu'en fait, lorsqu'il y a quelqu'un qui bâtit une maison, qui a l'ombre de l'outil, qu'il y a l'ombre du mur, qu'il y a l'ombre de la pierre, c'est la bâtisse d'ombre qui est la plus importante. Et cette phrase-là, je l'ai faite mienne très tôt parce que je me suis dit, en fait, il y a l'origine du reflet, l'origine de l'ombre. Oui. Évidemment, l'ombre n'est pas sans cela, mais c'est l'ombre qui est la plus belle, de très très loin. C'est magnifique, l'ombre d'un arbre sur un mur. Sûr. Et c'est de la poésie absolue. L'ombre d'une fleur, enfin, j'ai fait il n'y a pas longtemps une photo chez moi, bête comme chou. Il y avait une tulipe qui est près d'un acacia, et l'ombre de la tulipe était projetée sur le tronc. Le tronc noueux, c'est assez noueux et rugueux, un tronc d'acacia. La perfection de la tulipe, et cette ombre sur ce rugueux, mais c'était quelque chose de superbe. Alors évidemment, ça fait que j'ai des joies simples. C'est magnifique. Une question aussi, est-ce que vous savez broder? Non, hélas non. Bien. Alors je suis totalement rétive à tout ce qui est travaux d'aiguille, alors ça jamais ça ne fera partie de mes éparpillements, à mon grand regret, mais non. Il y a un autre album aussi qui s'appelle Les Nuits Faciles. Alors, qu'est-ce qu'une nuit facile? Et à contrario, qu'est-ce qu'une nuit difficile? Parce qu'on remonte un peu à cette enfance, on remonte aussi, je reviendrai après, à un peu la famille qui est un peu partout. Donc, mais ça n'a rien à voir, parfois c'est en soi, tout simplement. Qu'est-ce qu'une nuit facile et qu'est-ce qu'une nuit difficile? Alors, les nuits faciles, sans doute, ça devait être des lumières dans la ville. Très oui, belle c'est ça. photo, calme, sereine.
Et donc pour moi c'est ça, c'est pas forcément une nuit tranquille où on ferme l'œil à 9h10 et où on se réveille le lendemain 12 heures après sans rêve. Ça c'est pas une nuit, c'est une anesthésie, et bon, pour moi ça n'existe pas. Mais les nuits faciles, c'est celles où il n'y a pas d'accro. Oui. C'est-à-dire, j'ai vécu ça notamment, puisqu'il m'est donné d'être à Tokyo régulièrement, au moins une fois par an, et les nuits dans cette ville qui par ailleurs est gigantesque, c'est terrifiant Tokyo, il y a des immeubles, des pubs partout, une foule, enfin bon, c'est quelque chose de très dense, mais la nuit, comme partout ailleurs, c'est pas forcément c'est pas un désert, loin s'en faut, mais il y a quelque chose qui s'arrête. Oui, la vie s'arrête. Voilà, d'abord c'est pas extrêmement bruyant comme peut l'être Paris dans certains endroits. Les gens qui habitent ou travaillent à l'Hôtel-Dieu savent pas ce que c'est que le silence. Voilà, ça défile constamment. Tokyo, il y a quelque chose qui s'arrête. Et les lumières, elles, demeurent. Et il y en a partout. Les nuits faciles, c'est ces nuits-là. C'est les nuits où il ne se passe rien, où il n'y a pas de klaxon, où il n'y a pas de... En tout cas, pas trop. Où il y a ce sentiment de temps qui est suspendu. Oui. Et j'y suis très sensible, que ce soit en ville ou à la campagne. Alors le vrai silence n'existe pas. J'ai connu des nuits dites calmes à la campagne qui étaient remplies de froissements, de petits bruits de pas, de bruits de vol, de cris nocturnes. Voilà, c'est très très dense, c'est bruyant, mais... C'est une nuit un peu, c'est là où le temps s'arrête, voilà. Une nuit suspendue. C'est une nuit, c'est quelque chose... Voilà, c'est quelque chose qui s'arrête et la lumière joue un rôle très important. D'où le titre de cet album. Alors, je n'ai plus en mémoire exactement toutes les photos, mais on les repassera tout à l'heure. Je me souviens de ça, oui, de photos prises dans la nuit. Vos albums, c'est quand même un chemin que je vais tenter, bien sûr pas tous, mais de prendre, parce qu'ils sont très proches de vous. Donc, à contrario, une nuit difficile, j'ai compris ce que c'était. C'est une nuit bruyante. C'est une nuit bruyante et c'est une nuit qui peut être une nuit parfaitement silencieuse, mais où le bruit est dans sa tête, dans sa propre tête, dans la nôtre. Donc. Oui. Et c'est une nuit où des choses s'agitent, où des choses remontent, où des choses surgissent. Et, il n'y a pas cet arrêt. Non. Voilà. Non. Et c'est même une espèce de frénésie à l'intérieur. Donc c'est ça les nuits difficiles, les nuits frénétiques intérieurement. Alors je continue ce fil. Je vous en prie. Couleur sans douleur, c'est aussi un titre d'album. C'est comment Couleur sans douleur? Parce que vous avez toujours ce côté inattendu. Et en même temps, j'aime beaucoup ces titres. Vraiment, c'est très parlant. Alors, Couleur sans douleur, c'était, je pense que le thème était évidemment la couleur, mais j'avais pris soin de prendre des photos de choses très colorées qui ont été prises en plus à des moments qui étaient, alors ça peut paraître prétentieux, mais des moments qui étaient quasi parfaits. On en connaît tous, ces instants qu'on garde au creux de soi, de grâce totale, autour d'un enfant, autour d'un paysage, ça peut être une tablée, des amis, une bonne bouteille, enfin bon voilà, tout peut être pris comme cette perfection-là. Et dans ces photos, il y avait, je me souviens d'épices au Maroc, des photos de safran, des photos de la Villa Majorelle, des photos... C'était... non seulement la couleur très vive, mais je dirais l'instant lui-même était coloré. Voilà. Il n'y avait pas seulement le regard qui... Voilà, je regarde votre canapé, il est rouge, jaune, ça pète, la lumière est belle. Il y avait aussi, en plus, la perfection du moment. C'est-à-dire que je n'étais plus que regard. C'était un moment où j'étais particulièrement bien et j'avais pris soin de choisir des photos qui étaient uniquement liées à ça. J'avais des tas de photos de choses colorées. Mais j'en ai choisi quelques-unes parce que je me suis dit il faut absolument que ce soit ça le fil constant justement. D'où le sans douleur accolé au mot couleur. Oui. Indépendamment du jeu sur la sonorité que j'aime bien. Je reconnais que j'y ai souvent recours. C'est très poétique d'ailleurs. Mais voilà, il y a Beauté d'usure, c'est un album aussi qui me... Parce qu'on dirait des cicatrices sur la pierre entre autres. C'est comme s'il y avait quelque chose qui se passait. Mais il y a quelque chose qui se passe. Rien n'est plus bavard qu'une pierre, en fait. Quand on regarde les pierres, elles racontent des choses, toujours. J'ai un souvenir d'enfance on y revient toujours, mais qui ne m'a jamais quitté. Alors bon, il y a eu une période, mon père était croyant, pratiquant, sans être le moins du monde prosélyte. C'était une affaire qui le concernait personnellement.
Et moi, j'aimais beaucoup enfant, je l'accompagnais à la messe, où je regardais à travers les vitraux, il y avait la lumière qui passait, c'est une très vieille chapelle avec des pierres par terre, et des pierres tombales. Je veux dire, vous savez, ces pierres tombales de seigneurs. Qui sont dans les chapelles. Et la lumière des vitraux projetait des gemmes, hein, de véritables pierres précieuses sur le caillou, enfin la matière. Et j'adorais ça. Je me fichais éperdument du rituel que je n'écoutais que d'une oreille extrêmement distraite. J'aimais bien. D'ailleurs, ça m'a donné, j'ouvre une parenthèse très courte, mais c'est ce qui m'a donné l'amour des langues mortes, et notamment du latin, parce qu'à l'époque, alors, enfin, ça fait vraiment que j'ai fait 14-18, hein, c'était la messe en latin, pour tout le monde. Je veux dire qu'on ne fréquentait pas du tout une église intégriste, hein. À l'époque, c'était ça par défaut. Donc, je me souviens de cette musique d'une langue inconnue, dont je ne comprenais évidemment pas un traître mot, et cette façon de l'associer aux taches comme ça, de lumière sur la pierre. Donc oui, la pierre raconte quelque chose. C'est extrêmement bavard, une pierre, et la beauté d'usure, j'y suis sensible, comme j'y suis sensible chez les êtres humains. Oui. Pour moi, l'usure, c'est pas quelque chose de négatif ou de... Un être humain. C'est la vie qui passe. Voilà, c'est la vie qui passe. C'est le temps sa trace. qui laisse ses traces, c'est le temps qui dit qui nous sommes. Oui. Pour ça que jamais de ma vie entière, même si j'en avais eu les moyens, j'aurais recours au moindre bistouri pour gommer. Je trouve pathétique. Vous êtes parfaite. Je trouve pathétique. Oui. C'est l'histoire d'une vie souvent, c'est vrai. Ah oui, et on la gomme. En faisant ça, on s'efface soi-même. Et la beauté d'usure, pour moi, c'est vraiment une vraie beauté, réelle beauté, profonde, importante, et qui me touche toujours, mais au premier chef. Oui. Justement, il y a une des photos qui m'a enfin, on la montrera aussi. On a vraiment l'impression d'une grande cicatrice, mais la cicatrice, il y a autour toute une terre qui la tient. Donc on ne sait pas si elle souffrira plus ou pas. C'est très mystérieux. Aussi, nos cicatrices nous signent. On ne peut pas être un être humain fini si on n'a pas des cicatrices de quelque chose. Alors, pour parler des cicatrices, vous avez, c'est pas des cicatrices, ce sont des cicatrices joyeuses, mais ce sont des cicatrices aussi d'éloignement parfois. Vous dites, et vous avez un album, je pense, qui s'appelle aussi Danse les moments. C'est possible. Ou les moments dansent, enfin, il y a vos petites filles, je crois, dedans. Sûrement. Il y a des enfants, il y a des moments jolis. Justement, je vais parler de ces deux petites filles qui vivent, je dirais qui vivent au Japon, je crois, qui viennent par intermittence vous voir et que vous voyez par intermittence. Oui, voilà. Elles ont de jolis parapluies couleurs, puis elles repartent. Et vous avez écrit dernièrement qu'elles repartent et restent les parapluies. Oui. Comment on range ces parapluies, Joëlle? Ah, particulièrement. Il y a un mélange très ambivalent, à la fois de joie, parce que c'est lié à un souvenir. Elles avaient ces imperméables fleuris. Elles avaient absolument voulu sortir alors qu'ils tombaient des cordes, mais c'est fréquent au Japon que ce temps-là existe, et elles, ça les déstabilisait pas le moins du monde. Et ces parapluies, symboliquement, quand on les range, ça veut dire qu'elles sont parties, que évidemment elles ne sont pas à la porte à côté, parce que les gardes du week-end à Tokyo, c'est un peu compliqué à organiser. Mais d'abord que je ne les perds pas de vue, et surtout, un parapluie, ça se rouvre quand on veut. Donc ces parapluies, symboliquement, pour moi, c'est ça. C'est la joie, j'ouvre le parapluie, le temps de la joie est fini. Alors, c'est pas un arrachement, c'est pas un deuil, c'est pas un chagrin, elles survivent. Moi aussi, on a nos vies respectives avec ces deux petites filles. Mais il y a toujours une part de, comment dirais-je, pas de regret, mais un tout petit pincement, très léger, parce que je veux pas en perdre une miette. Moi. J'ai deux autres petits-enfants qui sont dans le sud de la France. Il se trouve que là, c'est une fille et un garçon, que cette petite fille, dont la maman est iranienne. Oui, je vois votre petite persane. Voilà, mon chaton persan, et mon petit-fils, qui est l'autre chaton persan. Voilà. Et ils sont loin, mais ils ne sont que à 700 km. Donc ils sont dans le même pays. Voilà, je les ai beaucoup gardés quand ils habitaient Paris, enfin, surtout l'aîné. Et cette petite fille a aussi son importance, puisque c'est la première d'entre tous. C'est mon premier galon de grand-mère. Et son frère, étant le seul garçon au milieu de cette armée de femelles qu'il a bien du mal à...
sauf qu'il n'est pas le plus âgé. Donc voilà, chacun en fait a sa propre chanson, sa propre musique, sa propre histoire. Il y a un léger arrachement qui forcément est supérieur quand je quitte mes 2 petites filles japonaises, parce que je sais pas, bon voilà, Oui, c'est cool, un c'est certain, loin. voilà, c'est loin. Mais bon, on vit à l'ère du Bien numérique. sûr, Il y a WhatsApp. oui, on se voit. Voilà. Alors Alors écran c'est interposé, mais qu'on se voit quand même. On se voit voilà, grandir, c'est vivre, format tout. timbre, mais je vois leur visage qui bouge, qui me font des coucous. Voilà, on va pas se plaindre de ne pas être au 19e siècle et d'envoyer des lettres qui arriveraient 6 mois. Alors, Voilà. pour le Japon, justement, je reviens au Japon. Quand je vous lis, le Japon, c'est des jours ordinaires. Donc, c'est les jours ordinaires avec ce petit quelque chose de merveilleux qui se transforme. Vous écrivez, le Japon m'accompagne souvent, pas seulement parce que les miens s'y trouvent. Laissons le merveilleux pour l'ordinaire, là-bas il devient autre, surréaliste, drôle. Alors, qu'est-ce que des jours ordinaires et qu'est-ce qui se passe au Japon? Est-ce que c'est les Japonais eux-mêmes qui ont besoin ou bien c'est vous qui, à travers vous? Je crois que c'est le croisement de leur regard et du mien. La première fois que j'ai été dans ce pays, comme mon regard était tout neuf, j'ai dû traiter une somme d'informations à la seconde monstrueuse. Bon, je voyais que de toute évidence, les gens n'ont pas le même comportement, qu'ils sont réservés, qu'ils sont polis, qu'ils sont agréables, souriants, que la ville est d'une propreté mais méticuleuse, obsessionnelle. Il n'y a pas un papier qui traîne par terre. Les gens ne fument pas dans la rue, il n'y a pas de pancarte, mais ça ne se fait pas. Oui. Donc ils ne le font pas, ou alors dans des encoignures pour ne pas déranger autrui. Donc c'est un très curieux mélange, à la fois de traditionnalisme, c'est-à-dire la courtoisie envers l'étranger, bon, la propreté, tout est nickel, la qualité d'accueil, la disponibilité, et de démesure absolument totale, notamment dans le vêtement. Vous voyez passer des jeunes femmes qui sont avec des anglaises blondes, donc des perruques, des robes à panier, un peu Marie-Antoinette au Trianon. Enfin, on les appelle les kawaii. Elles ont vraiment un look de poupée. Et c'est une communauté de jeunes qui ont ce look de poupée. Et puis vous croisez d'autres jeunes habillés de façon tout à fait... Oui, il n'y a pas de limite à l'extravagance. Et il y a cette lumière qui tombe. Et il y a, alors cette lumière qui est particulière, y compris quand il ne fait pas beau. Oui. Et la langue, la musique de la langue, évidemment, parce que où que vous alliez à l'étranger, si vous ne parlez pas la langue est une musique. Mais au Japon, elle est particulière dans la mesure où ce sont souvent des voix perchées. On dirait une volée d'oiseaux. Oui. Vous écoutez les conversations. Et donc vous voyez ces gens qui... On entend beaucoup arigato. C'est une langue qui est très... C'est bref. Oui. Et dans le même temps, quand on se retrouve en plein Tokyo, au milieu d'un parc, où il n'y a plus un bruit, où les gens s'asseyent, voilà. Et où des familles pique-niquent sous les cerisiers, puisque c'est une période très importante, la floraison des cerisiers, où des enfants jouent comme tous les gosses, en faisant du bruit ou pas. Mais tout est différent parce que déjà, ils n'ont pas une tête d'occidentaux, c'est un physique qui est marqué, ses beaux yeux étirés, ses pommettes, ses sourires, etc. Et puis, en même temps, on voit aussi des salarymen. Alors, c'est le lieu. C'est un peu le côté surréaliste. Mais voilà, ce qui est surréaliste. Dans le jour ordinaire, on voit le jour ordinaire se transforme avec un jour ordinaire à Tokyo à 5h de l'après-midi, les gens sortent des bureaux, vous voyez des hommes sanglés dans leur costume noir, ils sont tous en costume noir avec la cravate noire et la chemise blanche. Et 1 heure après, vous croisez les mêmes, ivres morts. Oui. Appuyé contre le collègue qui les tient debout, on ne sait pas comment, parce qu'il est dans le même état. Donc, parce qu'il est tout à fait admis qu'on aille, pardonnez-moi Jeanne, mais se saouler la gueule, parce qu'il faut voir dans les états dans lesquels ils sont. Après le travail, donc les mêmes personnes que vous avez vues dans le métro somnoler, vous les voyez un peu, bon voilà.
Et en même temps, vous allez dans un restaurant, tout est raffiné, tout est... Et dans le parc, on fait des pique-niques magnifiques sous leurs cerisiers en fleurs. Voilà. C'est ça Voilà. chez vous? Et c'est... les enfants jouent avec les pétales qui tombent. Enfin, C'est beau. il y a un côté à la fois carte postale, totalement inattendu, par certains côtés, encore une fois, le laisser-aller, on va dire, post-travail, très alcoolisé quand même. Oui. Et puis, cette démesure dans le vêtement, et vous, comme ça, vous regardez une rue, une petite ruelle, comme il y en a tant à Tokyo, car il y en a. Il n'y a pas que des grandes artères, il y a aussi ces passages un peu secrets comme ça. Vous voyez passer des jeunes gens en pantalon à carreaux, en chemise jaune fluo avec des chaussures bicolores, et puis une petite mamie qui sera elle en kimono, qui va avancer avec sa carte. Voilà, on en prend plein les mirettes, quoi. Ah oui, oui, oui. Enfin, j'en parle très mal, hein, mais bon. Non, vous en parlez très bien. Mon fils va être mécontent. Ah non, non, ne vous inquiétez pas. Mais bon. Joël, je voulais vous dire, vous poser aussi une question, parce que ça fait partie un peu de vos albums personnels, qui ne sont pas spécialement visibles en album. Votre père était illustrateur, peintre, et votre mère pianiste. Oui. Dans Le bal des choses, vous écrivez « C'est à une danse que nous sommes conviés ici, à ce bal des choses communes à toute vie, pour qu'il en reste une survivance brillante, une marque accessible, juste en fermant les yeux. Le piano de votre maman est-il cette brillance survivante dans ce bal? Ah oui, oui. Ah oui. C'est même à tel point que je me souviens avec ma sœur que j'appelle ma jumelle de 17 lunes et que je salue là parce qu'elle regardera sûrement ceci. Mais quand ma mère a disparu, enfin notre mère, on s'est fait toutes les deux la remarque en riant, hein, parce qu'on a tendance quand même à contourner le chagrin par le sourire toutes les deux. Mais quand on écoutait des morceaux joués par d'autres personnes, parce que ma mère n'est pas la seule pianiste au monde, hein, mais il est arrivé, on a grandi toutes les deux avec les mêmes morceaux, elle jouait divinement Chopin, Mozart, Bach, beaucoup Bach. Et il arrive évidemment qu'à l'écoute de, je sais pas moi, France Musique, on entende des pianistes jouer les morceaux qu'elle jouait, et on en était outrés, elle comme moi. Parce que on disait mais comment, on s'était dit c'est pas possible. Je lui avais dit écoute, il faut que je te dise quelque chose quand j'entends tel morceau joué par machin. Je dis mais comment il ose alors qu'elle est plus là? Elle me dit mais c'est pareil pour moi. On était indignés. Je crois que le piano est ventriloque aussi. Il parle. Ah oui, oui, il parle, oui, bien sûr. Vous avez écrit des choses très belles sur ce piano. Mais parce que j'ai grandi en dessous. Alors, pas toute ma vie, mais le piano, et ça, je pense que ma sœur dirait la même chose. Évidemment, je n'ai pas assisté à sa petite enfance, mais moi, j'allais en dessous. Et il y a une chose qui m'est aussi restée, c'est la même force que les pierres du vitrail dans la chapelle, illuminées par le vitrail. C'est... Ma mère avait ce qui s'appelle un quart de queue et en dessous il y avait je fais le dessin avec les mains, mais il y avait comme une espèce de lyre comme ça. Et vous étiez à l'intérieur et il y avait 3 cordes qui étaient en fait des tubes en métal et cette forme comme ça de lyre. Et moi je grattais qui évidemment ne rendait rien, ça ne rendait aucun son, mais on croit à tout, on ne doute pas quand on... Moi je me disais un jour peut-être que ça... Alors, je grattais comme une folle sur la lyre, il ne s'est jamais rien passé. Mais quand j'étais sous le piano et qu'elle jouait, j'adorais ça parce que j'en prenais plein les oreilles. Il y avait non seulement les notes, non seulement sa voix, parce qu'elle commentait, elle travaillait, et cette résonance particulière sous le piano. Et donc, ce qui me permet de dire, sans mentir, j'ai grandi dans la musique, pas avec, dedans. Oui. Alors après, il y a eu des raisons pour lesquelles elle n'a plus eu de piano pendant quelques années, et puis sur la fin de sa vie, les 10 dernières années, elle s'y est remise, elle n'avait jamais vraiment cessé, mais disons qu'il n'y avait pas de piano à la maison. Et quand elle s'y est remise, elle a joué des choses comme jamais, jamais, jamais elle ne les avait jouées. Ma mère lisait la partition le soir, la posait à l'envers le matin et de mémoire. J'ai un enregistrement, j'en ai plusieurs, mais où il n'y a pas une seule fois où elle s'est servie de la partition. J'ai retrouvé quand vous parlez de ce piano, quand le piano parle, quand vous faites parler le piano, cette idée un peu aussi d'Asie où l'objet nous survit et il garde notre trace, la trace de notre main, etc. Cette façon de laisser trace à travers l'objet. Et j'ai retrouvé ça dans ce passage sur le piano. Et c'est très,
Mais C'est très beau. J'ai écrit, enfin c'est pas du tout pour m'auto-citer, hein, le moins du monde, c'est juste pour rebondir et faire un ricochet, puisque nous y vous sommes. aimez ça, oui. Mais Moi aussi. il y a très longtemps, mais vraiment je dirais presque à chaud, c'est-à-dire très peu de temps après sa disparition, j'avais écrit un texte qui s'appelait Le piano, pas une imagination folle, mais qui se passait dans une maison de famille que j'ai projetée, nous n'en avons jamais eu vraiment, mais... je me souviens de cette phrase, je serais incapable de vous citer quoi que ce soit d'autre du texte, et je pense que c'est très bien que l'humanité n'en garde pas de traces, parce qu'il était mauvais, et pour cause. Écrit trop, on va dire trop près de l'événement, mais j'avais cette image posée sur le parquet, il avait l'air d'un veuf. Oui. Et il était noir en plus, ce piano, et donc... pour moi, c'est ça. Et les gens on est amputé de quelqu'un quand on le perd. Et je pense que les choses qu'on a touchées, les objets dont on était proche, ils sont amputés aussi. Bien sûr. Et le piano de ma mère a gardé une résonance post-mortem. Et il l'aura toujours, toujours. Je vous dis au point que quand j'entends un morceau qu'elle jouait, fût-ce par Rubinstein ou Samson François, hein, on n'hésite pas, je me dis, mais... bon, ils sont mais de toute façon, les objets, souvent, dans la mémoire, quand on voit un objet qui a appartenu à quelqu'un, qui a été quand même énormément caressé, touché, comme le piano joué, on a l'impression qu'il est abandonné. Il donne cette impression d'abandon. Mais c'est très très vrai. On voit à travers lui la personne, mais on voit aussi la détresse de cet objet. C'est très... Ça, c'est fulgurant comme sensation. Oui. C'est totalement... Ce sont des objets abandonnés et qui doivent survivre à... Et j'aurais pas pu, enfin il se trouve que je n'ai pas été là tout de suite, mais je n'aurais pas pu ouvrir le piano. Oui. Et on le faisait souvent, Bling, on jouait à Frère Jacques, enfin, bon. Mais j'aurais pas pu tout de suite après, non, c'était pas possible. Vous écrivez aussi, dans la ville, il y a foule et personne. Et j'ai l'impression, tromper, de retrouver les vies éparpillées qui sont en vous. Ça veut dire en vous, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de personnes aussi, la même personne, la môme, Mouflette, vous, et de temps en temps, il y a comme une immense solitude. On le sent parfois dans certains de vos écrits. Vous êtes joyeuse, vous êtes gaie, il n'y a absolument rien de sombre dans tout ça, mais en même temps, il y a ça aussi. Ah bon? Vous avez beau cacher avec la môme, Mouflette, vous pouvez en inventer d'autres. On voit des choses comme ça. Non, je les invente pas. Non. Là, mais je les maintiens en vie. Je les invente pas. Et puis elles font partie de moi. Non, mais l'éparpillement, c'est paradoxal de dire ça, mais l'éparpillement, c'est fondateur. Parce que, encore une fois, on en retire une énergie incroyable. Alors, évidemment... Il y a une fantaisie aussi chez Joël Pétillot. J'aime beaucoup sa fantaisie. C'est le fait de ne pas avoir envie d'être là où on m'attend, y compris dans l'écriture. Oui. Je me souviens, j'écoute avec attention, enfin je dis écouter, le terme n'est pas tout à fait exact, mais pourtant il me semble bien choisi, symboliquement. Quand je lis les retours sur les réseaux, par exemple, je les écoute avec attention. Certains dont je ne suis pas tellement dupe, mais il y en a d'autres dont je connais la sincérité et j'essaie d'en tirer des leçons. Et il m'a souvent été, alors non pas reproché, mais très gentiment dit oh bah quand même, quand on pense à tel texte, alors lyrique ou les petites chroniques des grandes hontes, qu'est-ce que ça vient faire là? Bon. Ah non, c'est formidable. Et en substance, c'est pas dit. Et ma réponse est toujours la même, c'est que d'abord, premièrement, faire rire. C'est pas franchement facile. Non, avec l'écrit. C'est pas un rire. C'est surtout un rire de qualité. Oui, moi, oui, c'est oui. ce que c'est ce que je recherche. C'est vraiment un rire de qualité. En même temps, c'est un rire qui vient de loin. Oui. Pas du tout. Non, c'est pas facile d'écrire comme ça. C'est des choses qui me sont réellement arrivées. En plus, je littérarise un peu le propos, mais les faits sont là. J'ai commis d'inénarrables gaffes parce que je suis naturellement distraite. Mais on revient à l'éparpillement dont vous parliez. Moi, ça nourrit pour simplifier, ça nourrit le triste entre guillemets. C'est-à-dire que
si je vais spontanément à l'écriture en me disant allez, j'y vais, je réfléchis pas, il va me venir des trucs, mais c'est d'un funèbre, Jeanne, mais c'est à chialer. Je veux dire, voilà, parce que spontanément, je vais penser, l'écriture se nourrit peut-être un peu plus aisément de blessures, de choses comme ça. Mais moi, j'ai envie de nourrir à la fois le fauve, voilà, l'ogresse, voilà, et l'ogresse joyeuse, voilà. qui. Alors l'ogresse, voilà. racontez-moi l'ogresse, parce que c'est quand on vous voit menu. Mais l'ogresse, c'est j'adore. La belle ogresse, c'est. Il n'y a pas vraiment d'histoire, mais disons que je suis partie du principe que pour nourrir une histoire, un roman, il faut des personnages, et j'avais envie que ces personnages aient eux-mêmes leur propre histoire, mais en même temps, ça faisait lourd. Bon. Donc j'ai trouvé ce moyen d'un cabinet de psychologie qui fonctionne de manière totalement atypique. S'il y a un cabinet au monde qui fonctionne comme ça, n'y allez surtout pas, parce que... Mais en même temps, pourquoi pas? Ça ne m'intéresse pas de faire un docu sur la façon de faire des psychologues. Et chacun des personnages qui viennent voir ces deux psys, qui sont à la fois amis d'enfance et donc associés dans ce cabinet, ont un parcours particulier. La secrétaire qui est là est une femme qui est en surpoids, elle pèse 100 kilos, elle est magnifique, ça n'empêche pas d'être désirable. Elle voit qu'il y a une cuisine, puisque le cabinet est installé dans l'appartement d'un des deux. Et elle dit, est-ce que je pourrais cuisiner là? Et elle fait des pâtisseries. Les patients sont, mettons comme ici, dans votre salle, et puis ils sentent les odeurs qui viennent de là-bas. Et alors, bien sûr que ça ne les guérit pas, bien sûr que... Mais en fait, elle va être le pivot, cette femme. Elle va être la part d'humanité, elle va être la vie même, celle qui comprend les choses alors qu'elle n'a jamais fait d'études de psy, etc. Ce qui ne fait pas des deux autres des mauvais, loin de là. Le personnage principal, l'un des deux psys, a été directement inspiré d'un ami à moi qui à l'hôpital où je travaillais. Oui, justement, parce que j'ai travaillé à l'hôpital. Voilà, et c'était un hôpital de gérontologie et il était à la tête d'un service très particulier où les patients Alzheimer venaient, ceux qui étaient hospitalisés, mais on parle d'hôpitaux, on ne parle pas d'EHPAD. Hein. Donc certains patients étaient là depuis 15 ans, d'autres étaient là pour plusieurs années. Donc ils venaient le matin dans ce lieu, et ils en repartaient le soir pour regagner leur chambre. Et dans ce lieu, il n'y avait pas une blouse blanche. Les repas étaient faits avec les patients. Il y avait des ateliers qu'ils choisissaient. Ils étaient encadrés par des soignants, hors blouse blanche. J'ai participé à des ateliers où j'ai entendu des choses admirables. Des ateliers de mémoire, mais bien avant que tout ça soit institutionnalisé. Et c'est grâce aussi à l'énergie de cet homme et de son équipe qu'on arrivait à obtenir de la part de patients Alzheimer qui étaient totalement partis, enfermés dans leur absence de mémoire et dans leur douleur. Parce que s'il y a une chose que je ne supporte pas, c'est d'entendre de toute façon, ils ne se souviennent de rien, ils ne sont pas malheureux. C'est terrible ça. C'est rigoureusement faux. Hein. Et donc cette mémoire ancienne qui remontait par bribes, un éclair, quelque chose dans le regard, etc., était tenue à bout de bras par une équipe de gens qui, à eux tous, forment ce qu'est la belle ogresse, c'est-à-dire cette femme aux rondeurs pleines, mais qui nourrit. Qui nourrit, voilà. Et c'est une ogresse qui absorbe les douleurs, qui absorbe les gens, qui les comprend d'entrée de jeu, et en même temps, elle est nourricière. Elle a un côté terrien, mais presque au sens mythologique du terme. C'est vraiment la terre nourricière, quoi. Et j'adore ce personnage qui d'ailleurs s'appelle Louise. Oui. C'est un joli prénom que j'aime beaucoup. J'avoue, c'est ma voilà, petite qui s'appelle Louise. Je sais. Donc c'est presque devenu quelqu'un à qui je parle. Oui. Par contre, je n'ai aucun plan. Quand je commence particulièrement un roman, c'est les personnages qui m'emmènent. Moi, je ne sais pas du tout où je vais. Et après, il faut que je reprenne parce que, on est dans les grandes hontes. En cours de route, un personnage peut changer de prénom et je m'en aperçois en me relisant. C'est-à-dire qu'au départ, il s'appelle Raymond, à la fin, il s'appelle Maurice. Quelle a été votre plus grande joie à l'hôpital? Ça, c'est une joie quand vous parlez de oui. Parce qu'on parle toujours des douleurs des personnes qui sont à l'hôpital parce que vous avez... des cas, vous avez encadré toute des équipes, enfin, vous étiez quand même dans le côté un peu, je dirais, et en même temps, il y avait cette humanité, ces petites joies, ces petites histoires. Ma plus grande joie, il y en a eu plusieurs, hein, c'est compliqué, mais
Elles ont presque toutes eu lieu dans ce fameux service dont je vous parle, parce que De la mémoire. s'il y a une chose qui est... bon, j'avais des collègues de talent, hein, Oui. tous les administratifs des hôpitaux ne sont pas des affreux jojo qui... voilà. Sûr. Mais il se trouve que par mes fonctions, j'étais une des rares, si ce n'est la seule, à avoir approché le patient. C'est-à-dire que dans le cadre de ces petits ateliers, ces séances de dictionnaire auxquelles je participais de façon tout à fait bénévole, voilà, j'ai pu approcher le patient, échanger avec lui. Il y avait des ateliers d'écriture. On avait mis des phrases qu'on avait isolées des propos des patients au mur, et il y avait eu toute une exposition qu'on avait appelée, enfin que le responsable de service avait appelée la souvenance, et on avait mis ces phrases. Et dans ces phrases-là, il y avait une patiente qui avait dit « Ma main n'est pas vieille, simplement elle a tout donné ». C'est beau. Et il y avait une autre phrase qui m'avait beaucoup émue, c'était la rose rouge, le seul parfum qu'elle a, c'est celui de la passion. C'est une femme de 95 ans qui était... bon. Et puis surtout, il y a eu cette... c'était une histoire extraordinaire. Alors j'y ai pas participé au premier chef, mais il y avait un patient qui était donc Alzheimer, qu'on avait un peu de mal, qu'ils avaient un petit peu de mal à faire sortir de son mutisme et de sa douleur brute. Et un jour, une des animatrices, comme il avait un nom un peu italianisant, elle lui a parlé en italien. Et là, le déclencheur. Ça a déclenché quelque chose. Et quand, je crois que c'est son épouse ou quelqu'un de sa famille qui a dit, mais en fait, il était arrivé en France à l'âge de 6 ou 7 ans, cet homme, il n'avait plus jamais parlé italien. Pour s'intégrer, ses parents avaient coupé la langue. Voilà, oui, c'est ça, mais c'est couper la langue. L'expression est très très juste. Hein. Et tout à coup, c'est revenu. Et là, la mémoire s'exprimant en italien, alors on n'était pas à Lourdes, hein, c'est pas revenu à 100%, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et moi, quand j'entendais ces histoires-là, je me disais, je fais quand même un super métier parce que ça me permet de vivre des choses comme ça, même si c'est indirectement. Il y a eu ça, et puis... mais oui, tout ça m'est venu de... Je vous parle des joies parce que bien sûr, à l'hôpital, il y a beaucoup de peine. Ah oui, oui. Il y a beaucoup d'espoir aussi, mais je dirais que les joies sont... il y en a beaucoup, il faut les prendre, voilà. Oui, et puis... C'est beau ce que vous... C'est beau ces souvenances, ces petites phrases qui sont... Moi je les ai gardées au cœur ad vitam aeternam, parce qu'il y avait des choses absolument magnifiques. Magnifiques. Crée des brumes. Il y eut une nuit coupée de lune, comme d'étoiles, d'un noir d'araignée, où la douleur m'attendait, patiente. La patience n'exclut pas la voracité. On parle de la douleur, vorace. La survivance n'est pas la vie, mais elle la cherche dans chaque geste. Le pied meurtri sur la pierre, le poing serré sur un bijou, la mèche écartée d'un souffle et le sommeil savon qui s'amuse à déprendre et rit de l'abandon. Prendre une craie des brumes et tracer quand même, avec des chemins plein la gorge. Vous avez en vous, Joël, comme un abandon ou des chemins plein la gorge aussi. Oui, du moment qu'il ne m'enroue pas. Oui, je trouve que c'est très beau que vous à votre façon, vous leur mettez des baumes de rire, des baumes de couleur. Mais parce que... Est-ce que c'est l'hôpital qui vous a appris cette ténacité? Est-ce que c'est l'imaginaire? Est-ce que c'est l'enfant unique? Est-ce que sous le piano? C'est tout. C'est tout. C'est tout ça, je dirais, parce que... Honnêtement, répondre à votre question avec une seule réponse, c'est-à-dire soit l'hôpital, soit non, ça forme un tout. Et pour le reste, comment dire les choses aussi simplement que possible. Il y a quelque chose qui racle quand même. Oui, bien sûr, bien sûr. Si j'ose m'exprimer, cette raclure, au sens premier du terme, pardon, cette raclure m'aide aussi à exorciser certaines choses. Mais je ne sais plus dans quoi j'ai écrit ces mots-là. Honnêtement, je n'ai pas la mémoire suffisante. Peut-être l'Alzheimer qui commence, j'en sais rien. Mais pour moi, alors il y a une phrase, la phrase de Nietzsche, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Je la vomis parce qu'on la voit partout. Ah, enfin, oui, bon. oui.
Ça ne retire rien à Nietzsche, que j'admire profondément et que j'aime lire, mais bon, celle-là, on l'a trop galvaudée. C'est comme la Joconde, on ne voit plus qu'elle est belle, à force de la voir sur des boîtes de chocolat, ça me hérisse. Mais dans le même état d'esprit, je pense vraiment, et je crois l'avoir écrit, qu'il faut porter haut nos dévastations. Voilà. Oui. C'est-à-dire que c'est une forme d'élégance, déjà, ne pas badigeonner autrui avec nos bobos. C'est quelque chose que je ne sais pas faire. Je sais. Et en même temps, ne pas les nier. Bien sûr, on est dévasté quand même, on a chacun ses dévastations. Voilà. Mais c'est un très beau mot d'ailleurs. Il faut les porter haut. Oui. C'est-à-dire, bon voilà, je ne dis pas les revendiquer, parce que les revendiquer voudrait dire parler, cette parole-là, je ne suis pas encore prête pour... Mais c'est, voilà, il y a des choses, il y a des cicatrices, il y a des gouffres, mais ces gouffres-là, ces cicatrices-là, ces blessures-là, elles nous font avancer. Et à partir du moment où on cherche à s'en relever, où on garde sa voix, vous parliez des chemins plein la gorge, mais c'est tous les possibles qui sont là. Parfois, il y a un nœud, mais le nœud, il est formé de plusieurs bouts de corde bien serrés. Et si on desserre, on est surpris par la longueur que ça fait au final. Oui. C'est un nœud énorme, mais qui fait des kilomètres. Et c'est ça qu'il faut cultiver. Je ne sais pas si je suis très claire. Vous êtes très claire. Vous écrivez aussi sur une photo. C'est une photo avec une boule transparente. On voit à travers votre jardin, je crois. Et cette boule de terre transparente, dans ma main, une petite terre. Elles sont comment, les petites terres? Est-ce que ce sont des terres c'est bien de les avoir dans la main? Ah oui, j'adore cet objet. J'adore cette photo. Je l'ai offert d'ailleurs à ma première petite fille à son anniversaire, parce que j'étais sûre que ça lui plairait. Vous savez, bon voilà, ça reflèterait votre appartement, mais tout est à l'envers. Et j'adore cet objet précisément parce que j'ai le sentiment de tenir la terre dans mes mains. Il y a quelque chose de... Alors, il y a peut-être là-dedans le goût du pouvoir, j'en sais rien, je ne sais pas ce que dirait un psy de ça. Mon Dieu, j'ai la terre dans ma main, je suis la maîtresse du monde. Mais je ne crois pas que ce soit ça. C'est juste l'idée... Voilà. Bien cette... Pour moi, ça incarne... Cette limite que vous avez mise. Voilà, ça incarne la poésie, en fait. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est poète, alors là aussi j'ouvre une parenthèse, mais si quelque chose m'insupporte dans les réseaux sociaux, c'est les gens qui se présentent comme tels. Oui. Machin poète, alors ça, toute une vie n'y suffit pas à mon avis. Donc, mais quand on pratique la poésie, ou en tout cas quand on tend vers, comme j'essaie de le faire, le fait d'avoir une sphère dans les mains où tout se reflète comme ça, mais c'est exactement ça le regard qu'on peut avoir quand on écrit. C'est qu'à travers un reflet, la brodeuse d'ombre, l'arbre sur le mur, la tulipe sur le tronc. Vous disiez que ce sont des têtes de chapitre et des têtes de vie, des têtes de chemin de vie. Voilà, tout ça tiendrait dans cette petite sphère-là qui tient dans ma paume de main, et ma main n'est pas grande. Donc voilà, oui, j'adore cet objet parce qu'il me fait rêver à l'infini. Tout se reflète dedans. J'adore aussi cet objet. J'ai trouvé que vous avez une façon à la fois de porter l'illimité dans très peu de choses. Et c'est magnifique. C'est tout à fait ça. C'est magnifique. Il y a toujours, comme à l'habitude dans ce rendez-vous de Jeanne, une dernière question. Quelle question auriez-vous aimé que je vous pose et que je n'ai pas posée? Oh là là. Est-ce que vous auriez voulu raconter d'autres, peut-être? Je ne sais pas. Mais non, écoutez, là vraiment, ça impliquerait qu'il y a frustration et il n'y en a aucune. Je ne peux pas avoir moi-même l'idée de la question que j'aurais aimé qu'on me pose, c'est impossible. Là, vous me demandez l'impossible, Jade, je ne peux pas. Moi, j'ai adoré notre conversation. Moi aussi. Et voilà. En plus, je trouve que vous ressemblez à vous-même, à ce que vous écrivez. C'est-à-dire qu'on n'a pas ce choc entre l'écriture et la personne. Vous êtes vous-même. Ça arrive, ça? Oui, ça arrive. Ah bon? Ça arrive. Ou parfois les gens se camouflent, se dédoublent. Non, ça je mentirais en disant que j'avais pas le trac au début parce que toute caméra ou appareil. Moi aussi j'ai le trac. Vous croyez que c'est facile de recevoir la môme, Joël et Mouflette en ça fait du monde, hein, ça fait du monde. On est presque avec la Trinité. Là, voilà, oh mon Dieu. Oui, puis qui tient la terre dans sa main. Voilà. On peut s'envoyer un peu. Alors les symboles. non, mais Joël, vraiment, merci avant tout d'être voilà, c'est ça le mot qui s'impose. Un grand merci. On est à la fin de ce rendez-vous parce que, hélas, on est obligé d'arrêter. Joël Guépétillot, je garde de ce rendez-vous une impression de joie et en même temps une petite boule à la gorge. Parce que ça s'arrête.
Vous savez, cette boule compte ce qui reste sur un quai en agitant un mouchoir, en voyant l'autre partir. Et je l'agite à l'infini, ce mouchoir, avant la fin, parce que j'ai l'impression que je n'ai pas peut-être su tout lui vous demander, et vous peut-être que vous n'avez pas tout dit, mais vous emportez avec vous quelque chose de très beau, c'est votre mystère, parce que vous êtes une femme à la fois, on a l'impression que tout est clair, que tout est là, que tout est... Et en même temps, vous avez ce joli mystère qui vous habite et qui me touche beaucoup. Et je vais lire à la fin cette phrase qui est de vous. La vie ici balance sur l'écho d'un tremblement, un sourire, une tête qui s'incline. Tout est gisant dans la lenteur du geste, les pas en survivance. C'est un peu vous, ça. Si vous le dites, je vous crois. Je crois. Et j'aime beaucoup cette vie qui balance sur l'écho d'un tremblement, un sourire, une tête qui s'incline. C'est une vie en mouvement. Et c'est un mouvement de vie. Et c'est vous. Merci beaucoup, vraiment merci. C'est moi qui vous remercie. Et Jeanne. c'était donc le rendez-vous de Jeanne du 9 septembre avec Joël Pétiot comme invité. J'ai beaucoup de mal à la quitter. Et comme à l'habitude, la musique générique d'Alain Warou. J'ai toujours du mal à quitter les gens qui me font vraiment l'honneur de venir. Mais en même temps, avec chacun, il y a quelque chose qui part ou qui reste. Et vous, j'ai vraiment cette impression, comme ça, il y a quelque chose qu'on a d'indéfini qui s'en va et que peut-être on va retrouver la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je le souhaite. C'est moi qui vous remercie. Merci. Au revoir.